Hello, c'est Benjamin, je suis le fondateur d'Ecopreneur, j'ai créé 4 entreprises régénératrices et formé des centaines d'écopreneurs. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu tendu, c'est les écolos et l'argent. Alors accrochez-vous un peu, ça va secouer. L'écologie est-elle un luxe de pays riches? Commençons par une réalité qui peut sembler paradoxale. L'écologie est souvent perçue comme une préoccupation plus visible dans les pays riches. On pourrait facilement tomber dans le cliché. L'écologie, on commence à y penser quand on a le ventre plein et quand on a déjà réglé nos besoins les plus urgents. C'est vrai que selon la théorie de Maslow, les sociétés tendent d'abord à se concentrer sur leurs besoins de base avant de s'attaquer à des enjeux plus larges comme l'environnement. Cependant, c'est pas si simple. Parce qu'aujourd'hui, les pays en développement ou les pays les plus pauvres sont souvent en première ligne face aux problèmes environnementaux. Une étude de la Banque mondiale montre que les populations pauvres sont 70% plus exposés aux catastrophes liées au climat. Parallèlement, les mouvements écologiques puissants émergent dans ces pays, souvent liés à des luttes pour la justice sociale. Les pays riches, quant à eux, ont plus de ressources à consacrer aux solutions environnementales. La question n'est donc pas vraiment de savoir si l'écologie est une préoccupation de riches, mais comment nous pouvons mobiliser des ressources, riches ou pauvres, pour protéger notre environnement commun. Dans ces ressources, justement, il y a l'argent, pour ceux qui ont la possibilité d'en générer en tout cas, et qui ont aussi par là même la responsabilité d'en faire quelque chose de bien. Et c'est là que le rôle des écopreneurs devient crucial, en créant de la valeur, en proposant des solutions innovantes adaptées à tous les contextes. On en reparlera un petit peu plus tard. Alors avant d'aller un peu plus loin, examinons les origines de notre relation compliquée avec l'argent. C'est pas un hasard. Les mouvements écologistes ont émergé en grande partie en réaction aux excès du capitalisme industriel. Et pour cause, l'exploitation effrénée des ressources et des travailleurs a causé des dégâts considérables. Des penseurs comme Marx ont mis en lumière des liens entre accumulation du capital et exploitation, une analyse qui reste pertinente, mais qui a malheureusement aussi terni l'image de l'entreprise alors que certaines sont très vertueuses, ce que je m'efforce d'ailleurs de montrer avec Ecopreneur. Donc là encore, l'idée est de nuancer plutôt que d'être vraiment manichéen. Parallèlement, des siècles de morale chrétienne dans notre pays ont valorisé la frugalité. Tout cela a façonné une méfiance légitime envers l'argent et son accumulation. Mais attention, en rejetant complètement l'outil financier, est-ce qu'on ne risque pas de nous priver d'un moyen d'action puissant? La question, c'est pas de glorifier l'argent, mais de voir comment la réorienter vers des fins sociales et écologiques. Après tout, les coopératives, l'économie sociale et solidaire, les banques éthiques, ce sont aussi des modèles économiques qui utilisent l'argent différemment. Notre défi aujourd'hui pour moi, ce n'est pas de diaboliser l'argent, mais bien de repenser l'utilisation de l'argent dans un cadre éthique et durable et sans pour autant cautionner les dérives du système actuel. Beaucoup pensent que l'argent, c'est la source de tous nos maux, mais pour moi, c'est une vision qui est simpliste. Le vrai problème, c'est notre état de conscience et comment on utilise l'argent. Voici quelques faits. Il y a une étude de 2010 qui a été publiée dans le Journal of Consumer Psychology qui a montré que les dépenses prosociales, donc pour les autres, augmentent le bonheur, contrairement aux dépenses personnelles. De plus, une recherche de l'Université du British Columbia a révélé que les gens sont plus heureux quand ils donnent de l'argent aux autres. Mais allons un petit peu plus loin. Il y a une étude fascinante qui a été publiée par le PNAS en 2021 qui démontre que la richesse amplifie les traits de personnalité préexistants. En d'autres termes, un individu égoïste devenu riche aura tendance à devenir encore plus égoïste. Tandis qu'une personne altruiste utilisera sa richesse pour faire plus de bien. On peut donc être pauvre ou riche et être très con, ou très bon. Notre niveau de richesse devenant alors un amplificateur de notre connerie ou de notre bonté. L'économiste Jeffrey Sachs souligne aussi dans The Price of Civilization que les pays les plus heureux ne sont pas les plus pauvres, mais ceux qui utilisent leur richesse de manière équilibrée pour le bien-être social. La Finlande, pays le plus heureux du monde selon le World Happiness Report, a un PIB très élevé, mais investit massivement dans l'éducation et le bien-être social. L'argent ne serait donc pas forcément le problème, c'est notre conscience individuelle puis collective qui détermine son impact. Notre défi ne serait-il donc pas d'élever notre conscience pour utiliser l'argent comme un outil de transformation positive? Et c'est exactement ce que je pense pour notre mouvement écopreneur. Notre responsabilité, c'est de cultiver une éthique solide, puis d'utiliser les ressources financières pour amplifier notre impact positif. Certains rêvent d'un monde sans argent. Pour moi, une utopie où tout serait partagé équitablement. C'est un beau rêve, mais regardons la réalité en face. Avec 7,8 milliards d'humains et des enjeux environnementaux urgents, pour moi, c'est pas réaliste. Et voilà pourquoi. Une étude de la Réserve fédérale de Saint-Louis montre qu'il existe plus de 10 milliards de produits uniques dans l'économie mondiale. Sans un système d'échange standardisé comme l'argent, c'est impossible de coordonner la production et la distribution de tout cela. En deux, le GIEC estime qu'il nous reste moins de 10 ans pour agir drastiquement sur le changement climatique. Transformer radicalement notre système économique prendrait des décennies, un luxe qu'on n'a pas. Selon une étude de 2020 publiée dans le Research Policy, les incitatifs financiers jouent un rôle crucial dans l'innovation, notamment dans les technologies de l'écologie. Sans ces incitatifs, comment accélérer le développement des solutions dont nous avons besoin? L'anthropologue David Graeber, dans son livre « Dette 5000 ans d'histoire », montre aussi
que même les sociétés dites primitives avaient des systèmes d'échange complexes. Alors je me demande comment, même si ce serait peut-être souhaitable, on pourrait passer d'un système monétaire global à un système sans argent, sans causer un effondrement économique catastrophique pour de nombreuses populations. L'argent n'est peut-être pas parfait, mais c'est l'outil que nous avons aujourd'hui. Et au lieu de rêver à son abolition, je pense encore une fois qu'il est mieux de se concentrer sur son utilisation éthique et durable. Et c'est là que réside notre véritable pouvoir de changement réaliste. D'un point de vue plus personnel maintenant, quand on est jeune, en bonne santé, l'idée de vivre en autosuffisance, sans argent, dans l'ultra-sobriété et frugalité peut sembler séduisante, mais la réalité elle est plus complexe. J'en suis le témoin puisque j'ai largement expérimenté moi-même tout cela. Mais voici pourquoi l'argent est crucial et voici pourquoi je préfère personnellement être dans une situation d'indépendance et d'abondance financière. Tout d'abord, les besoins en santé augmentent de 10% par décennie après 40 ans. L'autosuffisance, l'ultra-sobriété ne peut pas gérer une opération de la hanche ou un traitement contre le cancer. L'indépendance financière le peut. La maman de ma femme est actuellement malade et elle a besoin de nous, on vit ça en ce moment. Et ne pas pouvoir aider financièrement par exemple mes parents qui seraient dans le besoin, pour moi ce serait une honte. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi personnellement je le vivrais comme un échec majeur. Ensuite, selon l'INSEE, un enfant jusqu'à ses 20 ans coûte environ 6 à 12 000 euros par an. Alors, même si aujourd'hui tout le monde n'est pas forcément dans cette tranche de coût, encore une fois, ne pas pouvoir financer des études pour mes enfants par manque de moyens ou leur éventuelle vocation, ce serait aussi quelque chose que j'aimerais pas vivre. Encore une fois, je parle pour moi. Ensuite, une étude de la Réserve fédérale américaine montre que 40% des adultes ne pourraient pas faire face à une dépense imprévue de plus de 400 $. L'argent offre une flexibilité cruciale en cas de coup dur. Nos impôts aussi financent des services essentiels comme les routes, les hôpitaux, la recherche. L'espérance de vie aussi augmente, elle est de 83 ans je crois en France, mais notre capacité à travailler physiquement diminue. L'épargne devient alors cruciale pour maintenir notre niveau de vie. Ensuite, le fait de me nourrir sainement ainsi que ma famille, le fait de contribuer à une économie locale de qualité, artisanale, tout cela étant souvent plus cher, plutôt que de manger des produits nocifs et d'acheter des produits chinois pourris, font que j'ai travaillé personnellement ma relation à l'argent et qu'aujourd'hui je suis heureux de le considérer comme un soutien à une vie meilleure pour moi, pour mon entourage proche et pour la société. Pour moi, sans ressources financières, mon impact restera limité, l'argent amplifie l'action. 1 euro entre les mains d'un écolo convaincu a plus d'impact pour moi qu'1 euro dans les poches d'un inconscient. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va forcément piquer certains d'entre vous et vous provoquer volontairement mais gentiment. Si vous avez la capacité de générer de l'argent et que vous ne le faites pas, vous pourriez en réalité être plus égoïste que vous ne le pensez. Ça peut être surprenant. Vous avez peut-être compris jusqu'ici que l'argent peut être un levier extraordinaire d'accélération et de transformation sociale et environnementale majeure. Ne pas vouloir trop en faire par peur d'être perçu comme cupide, est finalement une fausse vertu. C'est comme avoir un super pouvoir et refuser de l'utiliser. Une étude de 2013 publiée dans le Journal of Consumer Psychology a montré que les dépenses pro-sociales augmentent significativement le bonheur du donateur. On en a parlé. En générant de l'argent et en l'utilisant pour des causes importantes, vous générez donc un double impact positif. Les écopreneurs qui réussissent financièrement ont la responsabilité, ont le privilège de redistribuer, de créer de la valeur environnementale et sociale. Prenez par exemple l'exemple de Yvon Chouinard, fondateur de Patagonia, qui a transféré la propriété de son entreprise de 3 milliards de dollars à un trust dédié à la lutte contre le changement climatique. Donc si vous avez la capacité de générer de l'argent, considérez cela comme une mission. Ne pas le faire, c'est renoncer à votre pouvoir de changer les choses, alors vous le pourriez. La vraie générosité, la vraie responsabilité écologique, ne serait-elle pas de créer de la richesse et de l'utiliser pour le bien commun? Votre mission, si vous l'acceptez, repensez votre relation à l'argent et j'espère que cette vidéo vous y aura aidé. Voyez-le comme un multiplicateur d'impact, investissez éthiquement, soutenez des projets éthiques, créez les conditions de votre indépendance et même de votre abondance financière, de manière saine bien sûr. Et pour cela, créer des entreprises régénératrices et devenir écopreneur est un excellent moyen. Raison pour laquelle je vous recommande de vous rendre en description pour en savoir plus. Je m'impatiente de lire vos commentaires et vos avis sur la question, car les urgences du monde d'aujourd'hui ne seront pour moi pas résolues par des modes de pensée sclérosés, à la morale arrogante et présentant des modes de vie dans lesquels personne ne se projette, mais par de la remise en question, de l'ouverture, de la libre pensée, de l'innovation, de la générosité et surtout du courage. C'est ce dont font preuve les écopreneurs que je connais et je vous dis à très vite pour continuer à essayer de faire évoluer le monde dans lequel on vit.